Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo. Moi c'est Mika, j'ai un TDAH et j'ai créé cette chaîne pour vous partager des sujets qui me passionnent autour des neurosciences, de la philosophie et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant et douloureux qui nous concerne tous, la procrastination. Alors certes, la plupart du temps, la procrastination n'est pas forcément un problème grave et on s'en sort à l'approche de la deadline. Dans d'autres cas, c'est un problème plus profond qui atteint toutes les sphères de notre vie pour mettre notre estime de soi au plus bas. Pose-toi la question. Quelle tâche es-tu en train de procrastiner en regardant cette vidéo ? Moi, je suis convaincu que pour maîtriser une problématique, il importe de la comprendre en profondeur. Saisir les rouages et les mécanismes d'un phénomène qui nous cause du tort permet souvent de retrouver une part de contrôle. Mais dans cette vidéo, je ne m'arrêterai pas juste à l'explication. Je vais te faire envisager la procrastination sous un tout nouvel angle. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te partager mes 4 piliers anti-procrastination et des pistes concrètes pour passer à l'action dès aujourd'hui. Bref, tu vas enfin comprendre pourquoi la procrastination te joue des tours et les liens qui peuvent exister avec le TDAH. Sans plus attendre, c'est parti. Qu'est-ce que la procrastination ? La procrastination, c'est remettre à plus tard une tâche ou une décision. Étymologiquement, procrastination vient du latin pro, qui signifie pour, en faveur, et cras, qui signifie lendemain. La spécificité de la procrastination, c'est de remettre au lendemain des actions qu'on avait initialement prévu de faire. Le plus souvent, la procrastination est sans conséquences graves, mais parfois, elle peut mettre notre vie en vrac et nous faire énormément souffrir. La procrastination peut entraîner au niveau personnel des difficultés financières, une moins bonne santé, des problèmes de couple et d'éducation, et au niveau professionnel, elle entraîne en général des revenus plus faibles, une instabilité professionnelle, des difficultés dans les relations avec ses collègues et ses supérieurs, et à terme, de l'anxiété, du stress, voire un burn-out. Bien souvent, la procrastination comporte une dimension un peu irrationnelle parce qu'elle maximise pas notre bien-être, aussi bien matériel, par exemple l'argent qu'on perd en payant pas une amende, que psychologique, par exemple notre sentiment de bonheur et d'accomplissement de soi. Mais attention, irrationnel ne veut pas dire illogique. Derrière la procrastination se cachent souvent des émotions. Voici une manière simple de définir une émotion. C'est un signal involontaire censé favoriser notre survie. Une émotion entraîne toujours un comportement, que ce soit un comportement d'approche ou un comportement d'évitement, comme fuir ou ne rien faire. On peut voir la procrastination comme un comportement d'évitement suite à une émotion. Cette émotion peut être la peur, par exemple, qui va nous empêcher de passer à l'action, ou nous inciter à faire autre chose pour ne pas y penser. Pour comprendre la procrastination, il importe d'identifier l'émotion à la source, puis de se demander sur quoi nous renseigne cette émotion. Peut-être que je ressens le syndrome de l'imposteur, et je n'ose pas me lancer par peur d'être perçu comme incompétent. Peut-être que j'ai peur d'échouer, car j'ai déjà échoué dans le même genre de situation par le passé, ou encore peut-être que cette tâche m'ennuie, et que d'autres activités me paraissent plus stimulantes. Pour mieux comprendre ces mécanismes émotionnels, on va voir ce qui se passe dans notre cerveau, et on va notamment voir le rôle de 2 structures clés, l'amygdale, en charge de nos émotions, et le cortex préfrontal, en charge de la raison. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu jusqu'ici, abonnez-vous pour pas rater les prochaines. À quoi ressemble la procrastination dans le cerveau ? Richard Davidson est un neuroscientifique à l'origine de la théorie des styles émotionnels. Selon cette théorie, chaque personne réagit différemment à une même émotion, et ça s'observe au niveau du cerveau. Autrement dit, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à réguler ses émotions. Selon Davidson, un style émotionnel comporte 4 caractéristiques. La première, c'est le seuil d'activation. Face à une même émotion, certaines personnes restent stoïques, calmes, tandis que d'autres partent au quart de tour. La deuxième caractéristique, c'est l'amplitude du pic. Face au même stimulus, certaines personnes vivent intensément l'émotion, tandis que d'autres ressentent de façon modérée. Troisième caractéristique, le temps d'atteinte du pic. Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres pour atteindre le pic de l'émotion suscitée. Et quatrième et dernière caractéristique, le temps de retour à la normale. Certaines personnes ont du mal à retrouver leur calme, tandis que d'autres y arrivent très rapidement. On parle souvent d'émotions positives ou négatives, mais Davidson préfère parler de 2 grandes classes d'émotions. Les émotions d'approche et les émotions de retrait ou d'évitement. Et dans les 2 cas, le cortex préfrontal joue un rôle essentiel. On va voir maintenant en quoi consistent exactement ces émotions. Parmi les émotions d'approche, Davidson décrit notamment le système appétitif, celui qui nous donne le désir, la motivation, l'appétit d'atteindre un objectif qui a du sens.
On parle aussi en anglais de craving ou encore de désir anticipatoire. Ça peut être un objectif basique comme se faire un sandwich parce qu'on a faim, ou encore un objectif plus complexe et long terme comme développer une activité qui a du sens et qui soit lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille tout en ayant du temps pour elle. Le cortex préfrontal a un rôle crucial dans ce contexte et 2 zones sont concernées en particulier. La partie dorsolatérale médiane en charge de garder en mémoire l'objectif visé, et la partie ventrale, qui garde en tête les événements pertinents en rapport avec les objectifs visés. D'autres parties du cerveau, plus profondes et primitives, sont aussi impliquées, comme le noyau accumbens, centre de la dopamine et du plaisir, et les ganglions de la base, qui sont à l'origine de nos émotions. Tout ce petit monde nous aide à prendre les bonnes décisions pour agir et maximiser ses chances d'atteindre l'objectif en question, grâce aux émotions d'approche. Mais dans la procrastination, le challenge est différent. Qu'en est-il du deuxième type d'émotion, les émotions de retrait et d'évitement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Concernant les émotions de retrait et d'évitement, ce sont souvent des émotions liées à la peur ou au dégoût qui sont à l'origine des comportements de procrastination. Ici aussi, on a plusieurs zones du cerveau qui agissent en symphonie, et notamment l'amygdale, les ganglions de la base et le cortex préfrontal droit. On parle du cortex préfrontal droit parce qu'il ne faut pas oublier que notre cerveau est constitué de 2 morceaux symétriques, reliés par un ensemble de câbles qu'on appelle le corps calleux. On a donc un cortex préfrontal gauche et un cortex préfrontal droit. Et ce qui est intéressant, c'est que les émotions positives d'approche et les émotions négatives de retrait ne sont pas activées du même côté. C'est d'ailleurs une découverte majeure de Davidson, la théorie de l'asymétrie préfrontale. Selon Davidson, la théorie de l'asymétrie préfrontale consiste à dire que, selon l'émotion en jeu, les zones du cerveau activées ne sont pas les mêmes, et en particulier au niveau des fameux cortex préfrontaux. On se rappelle donc qu'on en a un à gauche et un à droite. Schématiquement, le cortex préfrontal peut être décrit comme la zone du cerveau en charge de la perception consciente et de la prise de décision. Quand le cortex préfrontal droit est actif, on ressent en général davantage d'émotions négatives, moins d'émotions positives, et on observe plus de stress. À la longue, on observe que le système immunitaire s'affaiblit et que les taux de cortisol, l'hormone du stress, sont plus élevés. Et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Le stress nous pousse à progresser et à nous dépasser face à des problèmes complexes. Le risque, c'est quand le cortex préfrontal droit est en suractivation pendant trop longtemps, ce qui entraîne anxiété, stress chronique et panique. On observe l'inverse quand le cortex préfrontal gauche est actif. Davantage d'émotions positives, plus de curiosité, moins d'émotions négatives, moins de stress. Comme toujours, il faut trouver le bon curseur. Si le cortex préfrontal gauche est suractivé, on peut se retrouver impulsif, à prendre des décisions risquées, à être en recherche constante de stimulation et de nouveautés. Et inversement, s'il est sous-activé, on observe des symptômes plutôt dépressifs, pas de comportement d'atteinte d'objectifs et une faible sensibilité au plaisir et à la récompense. Pour finir sur cette théorie, Davidson a observé quelque chose de très intéressant. Quand le cortex préfrontal gauche, donc celui à l'origine des émotions positives, a le bon niveau d'activation, on garde plus facilement nos objectifs en tête, on est donc plus motivé, et l'amygdale, la zone en charge de la peur, est plus facilement inhibée. Autrement dit, le cortex préfrontal gauche nous aide à mieux réguler nos émotions. Et ce qu'il a observé, c'est que la méditation est très efficace pour muscler ce cortex préfrontal. Et il l'a observé en regardant l'activité cérébrale de moines bouddhistes comme Matthieu Ricard. Pour en revenir à la procrastination, elle consisterait donc en une mauvaise régulation des cortex préfrontaux. Quand le droit est suractivé, on est stressé et paralysé, donc on a un comportement d'évitement. Et quand le gauche est sous-activé, on est démotivé et insensible à la récompense. Quand le gauche, à l'inverse, est suractivé, on est impulsif, affamé de nouveautés, incapable de se tenir à un objectif de plus long terme. Bref, c'est l'autorégulation des 2 cortex qui pose problème, les fonctions exécutives plus largement. Et parfois, le problème peut nous faire tellement souffrir au quotidien qu'il peut devenir un trouble. Et en parlant de trouble, est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui nous intéresse, qu'on a parlé au début, et qui serait directement lié à des soucis d'autorégulation? Voyons maintenant les liens entre la procrastination et le TDAH. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est défini par le DSM-5, qui est le manuel international des troubles psychiatriques, comme un ensemble de symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'agitation physique ou mentale, qui sont présents depuis l'enfance et dont les retentissements touchent à la fois la vie personnelle et professionnelle. Certains auteurs, comme le docteur Russell Barkley,
tentent d'affiner cette définition au regard de leur expérience clinique et parlent plutôt de troubles du déficit de l'autorégulation. Et cette autorégulation, dans le cerveau, elle est principalement gérée par les cortex préfrontaux, qu'on vient de voir dans la partie précédente. Comme le grand neuroscientifique Joachim Foster l'a énoncé avec tant d'éloquence dans son ouvrage de 1997 sur les lobes préfrontaux, la fonction essentielle de cette région du cerveau est la formation d'objectifs et la construction, l'organisation et le maintien des comportements adaptés dans le temps, comportements qui permettent d'atteindre ces objectifs et le futur souhaité. Autrement dit, le rôle des fonctions exécutives est de nous permettre de nous comporter d'une manière qui serve le futur qu'on désire. Donc, si ce qu'on observe chez le TDAH, au-delà de l'inattention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité, est en réalité un déficit de l'autorégulation, alors ce déficit doit être lié à des problèmes de fonction exécutive. Et en l'occurrence, la neuroanatomie nous dit que c'est effectivement le cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, dans le contexte du TDAH, les émotions du présent sont beaucoup plus fortes que nos représentations mentales du futur ou ce qu'on imagine comme les conséquences futures de nos choix. Autrement dit, les désirs du présent et leur gratification immédiate prennent le dessus sur des décisions plus réfléchies qui entraîneraient des bénéfices à long terme et des récompenses différées. Ce manque de régulation pose de gros problèmes pour prendre de bonnes décisions et réussir à viser un but souhaitable et désirable dans le futur. On peut parler dans ce contexte d'impulsivité. Cette impulsivité, elle peut être par exemple le résultat d'une trop grande sensibilité aux émotions, qu'elle soit positive avec un excès d'enthousiasme ou négative, la peur de l'échec qui nous paralyse. Et tout ça rend difficile leur régulation. Mais je le répète, procrastiner ne veut pas nécessairement dire qu'on a un TDAH. Ces réflexions montrent simplement que les TDAH sont plus à même d'être des procrastinateurs chroniques. Car aujourd'hui, on sait que certaines zones du cerveau, en charge de cette régulation, sont dysfonctionnelles chez les TDAH, et notamment ce fameux cortex préfrontal dont on a discuté plus haut. Le cortex préfrontal a plusieurs rôles cruciaux, comme réguler et diriger l'attention, inhiber les comportements inappropriés, réguler ses émotions. L'ensemble de ces trois fonctions consiste en un réseau de neurones chargé de garder en tête ses objectifs futurs, les tâches en cours et notre état d'avancement. La finalité de ce réseau, c'est d'orienter notre comportement et nos actions de manière à avancer vers nos objectifs. Pour nous y aider, dans le cerveau, on a deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline, qui ont un rôle crucial pour que le cortex préfrontal fonctionne correctement. Il faut le bon ratio des deux. Pas assez et on est fatigué, démotivé. Trop et on est stressé, paralysé, ou au contraire sur tous les fronts. Le cortex préfrontal et ses deux neurotransmetteurs ont aussi un rôle central dans la régulation des émotions. Et ils sont pas assez présents chez les personnes atteintes de TDAH. Ceci explique pourquoi on a autant de mal à gérer nos émotions, et donc la procrastination. Ces deux neurotransmetteurs sont aussi ceux qui sont directement impactés par le méthylphénidate, donc la Ritaline, le Concerta, le médicament prescrit pour aider les adultes et les enfants à mieux gérer leurs symptômes. En effet, le fonctionnement de cette molécule, c'est de bloquer la recapture de ces neurotransmetteurs. En gros, ça permet d'augmenter leur concentration entre deux neurones qui communiquent ensemble. Bref, le lien entre TDAH et procrastination est maintenant plus clair et on comprend désormais mieux les mécanismes précis en jeu. La procrastination, c'est pas qu'une question de bonne volonté, et quand ça dysfonctionne trop, on peut avoir besoin d'aide au niveau chimique, car la procrastination peut avoir des conséquences graves dans sa vie. Les conséquences de la procrastination ont été étudiées en détail par de nombreux articles scientifiques, comme le travail de Piers Steel en 2007. Selon Steel, les conséquences de la procrastination sont de deux types. Certaines conséquences affectent l'humeur, tandis que d'autres affectent la performance. Au niveau de l'humeur, la procrastination peut entraîner de l'anxiété et de la dépression. La procrastination a également un effet négatif sur la performance et la productivité. On peut distinguer des conséquences au niveau personnel, finances, santé, couple, estime de soi, et professionnel. Instabilité, relations compliquées avec les collègues, manque de productivité, stress chronique, voire burn-out. Comme on l'a vu, la procrastination chronique peut être causée par un TDAH qui peut être difficile à repérer, car souvent, c'est l'anxiété, la fatigue, la dépression qui sont identifiés comme la cause du problème. Alors que ces soucis-là pourraient en réalité être la conséquence d'un TDAH non diagnostiqué, qu'on a compensé trop longtemps, et qui est à l'origine de l'accumulation de difficultés. Par chance, la tendance est en train de changer.
La sensibilisation au TDAH fait son chemin et quand ce trouble est repéré, de nouvelles options s'offrent à nous pour mieux gérer sa motivation et la procrastination au quotidien. Pour finir, on va donc voir ensemble les 4 piliers anti-procrastination que j'ai identifiés suite à mes recherches et à mon propre diagnostic de TDAH. Le premier pilier, c'est l'approche pharmacologique. Dans la mesure où le psychiatre ou le neurologue n'observe aucune contre-indication, le traitement médicamenteux est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui pour attaquer le problème à la source au niveau neurochimique. Le traitement, comme on l'a vu, agit sur les taux de dopamine et de noradrénaline, ce qui permet notamment d'augmenter le focus, de diminuer la distraction, d'avoir plus de clarté sur le plan à suivre, de mieux réguler ses émotions et surtout d'agir de manière plus disciplinée et conforme à un plan. Toutefois, l'approche médicamenteuse seule ne suffit pas, et si pour une raison quelconque, c'est pas une piste indiquée pour toi, il existe 3 autres piliers qui permettent d'agir efficacement sur la procrastination. Deuxième pilier, l'approche émotionnelle. On l'a vu, la procrastination peut être conçue comme une mauvaise régulation des émotions, liée à des schémas d'incompétence, de performance, d'autosabotage, et pour lesquels une approche thérapeutique comme la TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, sont tout à fait indiquées dans ce contexte. L'efficacité de ce genre de thérapie est prouvée, et elle l'est d'autant plus quand elle est couplée au traitement médicamenteux du premier pilier. Une autre piste prometteuse, la méditation. Il a été prouvé que la pratique régulière de la méditation augmentait significativement l'activité du cortex préfrontal gauche, en charge des émotions positives d'approche. On a aussi l'hypnothérapie, qui est une piste qui est de plus en plus étudiée dans le contexte du TDAH pour aider à mieux gérer ses émotions. Il faut surtout pas hésiter à tester plusieurs approches avec différents professionnels pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et n'oublie pas, peu importe les outils et le référentiel théorique du thérapeute, l'efficacité de l'accompagnement réside avant tout dans la relation que vous allez nouer tous les deux. Troisième pilier, l'approche existentielle. L'approche existentielle consiste à définir une vision claire à long terme pour nous aider à prendre de meilleures décisions et réaliser des tâches qui ont le plus de sens et d'impact pour atteindre ces objectifs. Selon Tiago Forte, un expert en productivité, la procrastination est un message silencieux de notre cerveau qui dit que on manque de clarté pour accomplir une tâche et que cette tâche n'a pas un sens suffisamment profond. Autrement dit, il ne faut pas voir la procrastination comme quelque chose de nécessairement négatif. Parfois, c'est juste que la tâche en question est formulée de manière vague, on ne sait pas exactement quelle action faire, le sens de la tâche n'est pas forcément clair, et dans ce cas, le fait de procrastiner, c'est plutôt une opportunité de prendre du recul, de se demander ce que la tâche signifie pour nous, en quoi elle est importante, en quoi elle nous permet d'avancer réellement vers sa vision, en quoi elle sert nos objectifs profonds. Si la réponse à ces questions est non, ou si elle est ambiguë, c'est peut-être qu'il est temps d'interroger et pourquoi pas de mettre de côté cette tâche. Et si on n'a pas de réponse, si on ne sait pas, c'est qu'il est temps de redéfinir sa vision. Parce que quoi qu'il arrive, pour vivre de façon fonctionnelle, il faut un plan. Et idéalement, un plan qu'on a conscience de suivre. Sans ça, on a 2 alternatives qui se présentent à nous. Soit on suit un plan inconscient, qui n'est pas toujours la meilleure chose pour nous, ou alors on se retrouve à suivre plein de petits plans à court terme qui des fois deviennent contradictoires et peuvent nous disperser sur une multitude de fronts. Avoir une vision, c'est avant tout avoir un plan cohérent sur le long terme. Ne pas avoir de cohérence dans nos actions et nos choix, c'est une cause directe d'anxiété. D'où l'importance de formuler une vision forte qui a un sens profond et qui nous donne le courage de surmonter les challenges qui nous feront face dans cette quête qu'est notre existence. Dompter son TDAH, c'est aussi développer sa capacité à faire valoir ses représentations mentales, à faire valoir les récompenses futures, plutôt que les désirs impulsifs du présent. Et pour ça, clarifier sa vision, c'est un excellent exercice pour aller dans ce sens. 4e pilier, l'approche systémique. Pour ce dernier pilier, contrairement à l'approche existentielle, on a davantage une approche très pratico-pratique. L'approche systémique, c'est créer un système d'organisation personnelle qui nous aide à soutenir nos objectifs et nos actions au quotidien. L'enjeu, c'est de compenser les déficits de notre cortex préfrontal, de l'entraîner et surtout de sortir de notre tête nos objectifs, nos projets, nos notes, nos tâches, pour éviter au maximum de devoir s'en souvenir. Un système d'organisation personnelle, il est typiquement composé de 4 éléments. Un ensemble d'outils et de logiciels faciles à utiliser au quotidien, sur son ordinateur comme sur son téléphone. Des habitudes de prise en main pour qu'ils deviennent comme une seconde nature.
Une bonne gestion du temps, idéalement à la semaine, qui donne un cadre clair tout en laissant de la place à l'imprévu et au spontané. Et enfin, des bases de gestion de projet, notamment savoir comment décomposer une tâche lointaine en sous-tâches proches et facilement atteignables. En général, c'est le pilier le plus souvent abordé dans les articles qu'on trouve en cherchant des techniques contre la procrastination. C'est également le pilier le plus complexe à mettre en place par soi-même, parce que chaque situation et chaque contexte est unique. Bon, on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo, et vous voyez que la procrastination, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je réalise avec le recul que c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant une grande partie de ma vie. À l'école, comme au travail d'ailleurs. Dans mes projets personnels, dans mes projets d'entreprise, ça m'a causé du stress, des opportunités manquées, ça a mis à mal l'estime que je me portais. Mais aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que j'ai mis en place ces 4 piliers, presque 2 ans que j'ai découvert mon TDAH, que j'ai obtenu un traitement, et aujourd'hui, j'ai enfin réussi à surmonter la procrastination et le syndrome de l'imposteur. J'ai gagné en clarté sur ma vision, j'écris chaque semaine sur des sujets qui me passionnent, j'ai développé mes accompagnements et j'arrive à en vivre, et surtout, j'aide d'autres TDAH à en faire de même. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis enfin productif, un mot qui est parfois perçu négativement, mais qui pour moi signifie simplement que j'arrive à avancer sur mes projets et que je m'épanouis dans ce que j'aime. Bref, le chemin est loin d'être fini, mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis en train de reprendre le contrôle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine. Chaque dimanche, j'envoie un email à mes abonnés avec mes découvertes de la semaine sur le TDAH, les neurosciences, l'entrepreneuriat et la créativité. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dans le lien en haut de la description.